Bonjour de Hall. Durant cette émission, nous allons vous parler d'indépendance et vous présenter les raisons et les faits pour lesquels nous avons tout à gagner à retrouver au plus vite, en Bretagne, une souveraineté territoriale tant sur le plan culturel, économique que politique. Pour rappel à tous, aujourd'hui en 2020, l'État français n'a toujours pas ratifié la Déclaration des droits de l'homme rédigée en 1948 par l'ONU, malgré ses engagements pris, son Conseil d'État ayant stipulé que cette déclaration n'était pas un traité international et n'avait donc aucune valeur contraignante. Ce n'est pas sans raison que la France ne l'a pas ratifiée, car là où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français de 1789 ne reconnaît que les représentants d'un seul peuple, le peuple français, la Déclaration de l'ONU, quant à elle, proclame, je cite l'article 2, que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, que ce pays ou ce territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté, ce que son article 15.2 exprime très explicitement, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Ne reconnaître qu'un seul peuple, là où personne n'ignore qu'il en existe plusieurs, est un héritage du terrorisme intellectuel issu de la terreur révolutionnaire dont il nous appartient tous de nous défaire une bonne fois pour toutes au profit de tous, car nul n'a le droit d'assimiler un autre à son seul profit. Au sujet de l'économie bretonne, les préjugés sont très nombreux, car les Bretons ignorent toujours leur histoire, non enseignée, et pour cause. Nous avons tous entendu un jour des propos dans le style « La France, elle a tout apporté à la Bretagne, à commencer par sa marine. Sans la France, les Bretons n'auraient mangé que des patates et des artichauts. Qui paierait les allocations, les indemnités et les pensions si la France n'était pas là? Qui ?» Pourtant, tout comme la marine bretonne n'est pas née française, mais d'un décret ducal pour protéger le commerce maritime breton lorsque la Bretagne était encore indépendante avant son invasion par la France entre 1487 et 1491, c'est la Bretagne qui produit et exporte aujourd'hui vers la France une majeure partie de ses ressources alimentaires. Parler d'économie n'est pas une chose à la portée de tous, mais pour prouver que ces préjugés sont stupides et infondés, nous avons décidé de nous entretenir auprès de Jean-Jacques Goasdoué. Le nom de Jean-Jacques Goasdoué ne vous dira encore une fois pas grand-chose, car il est un homme modeste et discret, bien moins intéressé par son image que par l'avenir de notre pays, la Bretagne, mais il convient de dresser un portrait sommaire de lui afin que chacun comprenne que nous sommes en présence d'un leader économique avisé. Voir à ce sujet les revues armennes et bretons qui chacune lui ont consacré un article. Actif dès le début du lancement de la Brittany Ferry auprès d'Alexis Gourvenec, qu'il a quitté pour développer avec d'autres la TFE, devenue STEF, actuellement premier transporteur européen de la distribution de produits frais et surgelés avec près de 2 millions de tonnes chaque année en Bretagne, il est aussi le cofondateur du label Produits en Bretagne en tant que membre du comité des sages, aujourd'hui membre d'honneur, et qui regroupe plusieurs centaines d'entreprises pérennisant les emplois de dizaines de milliers de salariés sur les 5 départements bretons. Jean-Jacques est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de conseil logistique et c'est auprès de ce spécialiste que nous avons décidé de nous entretenir, apte à répondre à nos questions. Démadeur Jean-Jacques, Démat, Erwan. chaque enfant qui a eu la chance d'avoir des grands-parents aimants a conservé d'eux dans la tête de nombreux souvenirs et de belles phrases. Je voudrais savoir quelles sont les phrases qui vous sont restées de vos grands-parents qui vivaient en presqu'île de Crozon et pourquoi ça vous a marqué à vie. Bien, pas une seule phrase, ni de mon grand-père, ni de ma grand-mère, auxquelles leurs enfants, 9 enfants, ont interdit à nous, les petits-enfants, de parler la langue bretonne, de parler breton. Et nos grands-parents, parlant le breton, n'ont jamais pu parler à leurs petits-enfants. Et les petits-enfants n'ont jamais pu parler donc à leurs grands-parents. Il nous était interdit, nous sommes en gros 25 petits-enfants, tous, de parler à nos grands-parents dans leur langue. Et d'ailleurs, mon grand-père, paysan à Quilien, à table par exemple, se murait dans un silence fort, dur, quoi. Et dans la ferme, il allait et venait, lorsque les petits-enfants étaient là, sans jamais s'arrêter, c'est-à-dire sans jamais
croisant l'un d'entre nous, s'arrêter pour parler, tout simplement. Je voyais bien sa fébrilité, ce mouvement permanent qui montrait un inconfort total, quoi, une détresse qu'il essayait de compenser par le mouvement, le travail, avec les vaches, les chevaux, les cochons, enfin, tout ce qu'il y a dans une ferme. Et pour ma grand-mère, elle, il y avait une attitude d'une totale noblesse. On voyait clairement que dans son attitude, qu'elle voulait dominer cette situation absurde, infernale. C'est un crime contre l'humanité, en fait. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans une vie, pour un gamin, que de pouvoir parler à son grand-père et à sa grand-mère, quoi. Qui, Jean-Jacques, interdisait à vos grands-parents de vous parler breton? Eh bien, à l'époque, pas simplement pour moi, hein, mais je pense que les générations nées autour des années 45-50, hein, ce sont nos mères qui, pour la réussite de leurs enfants, en fait, tels qu'elles l'imaginaient, ne voulaient absolument pas que l'on perde du temps, dans leur esprit, je présume, hein, à parler la langue bretonne. Il fallait immédiatement, en fait, dès les premiers mots, que l'on parle français, quoi. Comment vous avez vécu enfant cet interdit? Je me souviens plus exactement à quel âge on prononce le premier mot, maman, par exemple, c'est maman en breton. Et dès le début, en fait, ça provoque un traumatisme. Bien sûr, je ne me souviens pas des réactions psychologiques à 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois, à un mois, enfin, on commence à parler. Mais ce dont j'ai en moi, c'est comme quelqu'un qui est bâillonné, quoi, en fait, littéralement bâillonné. L'impossibilité de parler avec les gens qui t'entourent, parce que les anciens parlaient tous breton entre eux, bien sûr, les grands-parents, quoi. Les parents eux-mêmes, entre eux, parlaient breton. Dans le monde du travail, entre eux, parlaient breton, ou les femmes au lavoir, par exemple, entre elles, à l'époque, c'était des lavoirs. Mon père étant patron pêcheur, entre marins pêcheurs, tout le monde parlait breton. Et nous, les enfants, nous étions comme des extraterrestres. Comme E.T., débarqué de je ne sais quelle planète, et n'étant pas du tout dans le monde de nos parents ni de nos grands-parents. Voilà, ce que l'on a vécu. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que de très nombreux Bretons, durant plusieurs générations, ont accepté de ne pas transmettre la culture de leur père et mère à leurs enfants, et pire, qu'ils se sont montrés les plus appliqués à l'interdire? La Révolution française et la volonté, donc, répétée, constante, féroce, acharnée de dévaloriser notre identité, c'est ce qui a marqué, je pense, profondément ce sillon et la mentalité de générations successives, en définitive. Tous les marqueurs ont été dévalorisés. Albert Memmi, intellectuel très connu, un type vraiment extra, je l'ai eu comme professeur d'ailleurs dans mes études, en tant que Tunisien, disait que le colonisé intègre progressivement le mépris du colonisateur. Ça l'empoisonne lentement, quoi. Et il finit par s'autodétruire de ce mépris, comme certains Bretons ont considéré qu'il était justifié d'abandonner la langue bretonne. Cette dévalorisation du colonisé est progressivement ingérée et il n'ose plus dire qui il est. Quel était, d'après vous, Jean-Jacques, l'objectif de l'État français derrière la volonté de destruction de la langue bretonne? Dans l'histoire de la Bretagne, et on le voit bien sur le plan social en Bretagne, il y a vraiment une société bretonne, faite de respect de l'autre, de solidarité réelle, profonde, facteur de grande attractivité pour la Bretagne. En Bretagne, on est fraternels entre nous. J'ai pas mal voyagé. Et dans le désert du Negev, je rencontre un Breton qui m'a pris en stop entre Eilat et Tel Aviv. tout de suite, au milliardième de seconde, on se sent bien, quoi. Hein? Je pense que c'est cette identité si forte, cette loyauté que la France a voulu littéralement massacrer. Tant que la Bretagne est pour l'essentiel rurale, dans les villages que j'ai connus, donc sur Quilien, Argol, ou sur Kermutil, à Plouvestel, nous étions intouchables d'une certaine manière. Et donc la seule façon de nous détruire, c'était de détruire notre langue. Il y avait donc derrière une volonté de tuer la Bretagne, de tuer notre identité, de massacrer cette langue pour nous déraciner, pour nous enlever finalement le sentiment produit par une langue maternelle, quoi, qui est le raccordement avec toutes les générations. C'est fou, c'est aveuglement clarté, quoi. Et ça continue. Enfin, franche et haute. On en est toujours là, quoi. Afin de permettre à tous de comprendre la prochaine question, je dois à ce moment de notre entretien faire un rappel de l'histoire.
Bien que toutes les langues autres que françaises ont été persécutées depuis la Révolution dans le but de les effacer, pour faire oublier à tous l'histoire des anciennes provinces, et bien que dans les écoles laïques républicaines françaises, ce but était clairement annoncé depuis longtemps, comme lorsqu'en 1845, un sous-préfet du Finistère déclara aux instituteurs, je cite, « Surtout, rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne », c'est la mise en place de l'école laïque obligatoire dès 1882 qui va accélérer ce système destructeur. Dans ces écoles laïques en Bretagne, où il était partout écrit sur des affiches en première règle qu'il était interdit de parler breton et de cracher par terre, pour donner à des enfants innocents le sentiment que leur langue était sale, presque de la merde, comme on faisait lécher les toilettes en Provence aux petites filles prises à parler leur langue maternelle, pour faire naître ce sentiment du colonisé dont vient de nous parler Jean-Jacques. Ces écoles, qui ont sali, puni et humilié des générations d'enfants, dont des milliers de Bretons qui sont ensuite allés crever dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ont été mises en place par Jules Ferry. Jules Ferry, dont le nom est porté par de nombreuses écoles et que le roman national français nous a présenté comme bienfaiteur de l'humanité, était en fait un colonialiste assouvi qui a fait partie en tant que secrétaire général du gouvernement provisoire français ayant organisé le massacre des Bretons de Conly. En 1870, la France en guerre avec la Prusse, la future Allemagne, sur la décision du ministre de l'Intérieur Léon Gambetta, fait lever une armée de 60 000 hommes bretons qu'il nomme Armée de Bretagne et place dans un camp de 500 hectares à Conly, une petite ville proche du Mans. Gambetta, qui s'était d'abord écrié que jamais il n'accepterait qu'une armée de chouans soit formée, la lève mais ne leur envoie ni vivres, ni matériel, ni l'armement dont il disposait. On connaît aujourd'hui l'existence des télégrammes militaires secrets de Gambetta, adressés aux arsenaux de Brest et Lorient, leur interdisant la livraison d'armes aux militaires de l'armée de Bretagne. Gambetta va donc laisser ses hommes mourir de froid, de faim et de maladie, avant de les envoyer honteusement équipés en première ligne, se faire massacrer par les Prussiens. Le bilan est volontairement dramatique, 6 000 Bretons laissent la vie au combat, soit 1 sur 10, sans compter tous ceux morts sur le camp, ou au retour chez eux de ces conditions concentrationnaires, ce que représenta très bien le grand résistant Jean Moulin lorsqu'il fut sous-préfet du Finistère, en illustrant l'un des textes de Tristan Corbière, la pastorale de Conly. Face à cette défaite militaire, le gouvernement français ne trouva rien de plus lâche que d'accuser les soldats bretons de ne pas avoir su tenir leur position et présenta leur langue comme l'une des causes probables de la défaite, fait pour lequel Jules Ferry instaura l'apprentissage obligatoire du français dans les conditions que l'on sait. Avant d'avoir tout mis en œuvre pour assassiner la langue, la République avait assassiné à Conly plus de 6 000 hommes. Quel regard, Jean-Jacques, vous portez sur les Bretons assassinés par l'État français à Conly? C'est un résultat humain effroyable, absolument catastrophique. Lorsqu'on regarde les présentations quand on lit l'armée de Bretagne, jamais les chiffres véritables ne sont donnés, en fait. C'est comme si c'était littéralement rien passé. Ce drame de Conly marque, en définitive, l'hostilité radicale d'un gouvernement français à l'égard de la Bretagne. On ne peut pas trouver de manifestation aussi claire, aussi catégorique. Et ça s'est traduit pour des gamins de chez nous, sans doute de 18, 19, 20, 25 ans, par une mort dans des conditions absolument effroyables. Je pense que là, il faudrait un procès maintenant avec ce qui s'est passé, clairement. Il faudrait que les familles dont des membres ont été tués à ce moment-là puissent demander réparation sur l'honneur, sur la célébration de ces gamins qui ont été donc amenés à l'abattoir. Voilà. On sait que le duché de Bretagne était très prospère du temps de son indépendance, mais que l'emprise politique française l'a progressivement ruiné. Pouvez-vous, en quelques mots, nous expliquer ces différentes étapes? Ce qui s'est passé, c'est que la prospérité bretonne était liée au rôle de transporteur maritime. Et si on écoute Yannick Le Cerf, ça date pratiquement du Mésolithique. Et on le voit bien quand on regarde une carte de l'Europe, de l'Ouest Atlantique. On est le pivot géographique des échanges, naturellement, entre la péninsule ibérique, les îles britanniques et au-delà. Cette capacité maritime a entraîné derrière le développement des productions de l'agriculture qui bénéficiaient d'un support aujourd'hui on appellerait logistique. Les bateaux bretons étaient à un moment donné donc les bateaux les plus nombreux sur l'Ouest Atlantique. Et un chiffre est souvent donné de 80% d'escales par des navires de Bretagne dans les ports belges. Les clients bretons étaient ibériques, britanniques, hollandais en gros.
Le début du déclin est venu de Louis XIV et de Colbert. Les mesures prises de guerre avec nos voisins. Les bateaux, quand ils étaient bretons, étaient bien accueillis. Les Français, mal accueillis. Donc Colbert, par une politique protectionniste, a pensé qu'en réduisant les importations de ces pays-là, la France se porterait mieux. En contrepartie, ces pays ont également élevé donc des protections douanières, ce qui fait que le commerce breton a été frappé directement parce que ces pays ont pris des mesures de rétorsion par rapport à l'ensemble français à ce moment-là. Et ça a été le début du déclin de la force maritime bretonne et donc en amont de la force de production bretonne. Cela a déclenché de la part de Colbert et Louis XIV une augmentation de la fiscalité sur un ensemble économique qui se réduisait. Cela a amené les bonnets rouges. En gros, autour de 1675, c'est-à-dire à la fin du XVIIe, une période de prospérité liée à la dynamique entre le transport maritime, les productions agricoles et les productions industrielles, dans le cadre souvent des productions agricoles, d'ailleurs, comme la toile. La dynamique économique bretonne a été brisée et la Bretagne a commencé à sombrer littéralement. Ça a donné un 18e terrible. Ensuite, la Révolution, le blocus maritime de Napoléon a encore accentué ce déclin breton, complètement mis à plat, à zéro, les industries de la toile, qui étaient la principale industrie bretonne au 19e. Ça a amené d'ailleurs une misère terrible, aussi l'affaiblissement de la population par malnutrition, des dégâts sur le plan des épidémies, une émigration de l'ordre de 10 000 personnes par an dans certaines périodes du 19e. La Bretagne ensuite a sombré dans l'archaïsme économique finalement. La Grande Guerre, la perte de 140 000 jeunes Bretons, la puissance active, en fait, de la population active. Et ensuite, la destruction des ports à la Deuxième Guerre mondiale, pour ressortir de la guerre, l'émigration, certaines années, a monté, je crois, autour de 10 à 15 000 jeunes Bretons. Donc, ça a été une descente aux enfers économiques, quoi. De 1532 à, mettons, à l'arrivée du Célib. Donc, personne, jusqu'à ce que le Célib se mette en place en 1950, ne s'était jamais préoccupé du sort économique des Bretons depuis leur ruine par Louis XIV? Quand j'en parlais avec Claude Champeau, Claude disait que il n'y a plus eu de pensée, il n'y a plus de commandant breton dans le navire économique de Bretagne, de 1532 au Célib, Pleven, Marprey et autres. C'est un nouvel état-major qui est remonté dans la passerelle et qui ont repensé l'économie, redonné un cap, quoi. Vous avez été, Jean-Jacques, l'un de ceux obligés de quitter notre pays pour trouver du travail. Vous êtes retrouvé en Californie, puis vous êtes revenu en Bretagne pour prendre part à la création de 2 des plus grosses entreprises dites hexagonales. Pouvez-vous nous raconter cette période de renouveau économique et nous expliquer comment vous avez pris part à l'essor de ces entreprises? Dans les années 50, je suis né en 45, lorsqu'on était ado en seconde, le message c'était vous n'aurez pas de boulot en Bretagne, il faut partir, il n'y a pas d'autre solution. Et plus vous faites des études, moins vous aurez de boulot. Parce que le travail chez nous est du travail non qualifié. C'est toujours un peu le cas. La moyenne de PIB par tête d'habitant en Bretagne est nettement inférieure à la moyenne nationale française. Donc quand je suis arrivé en Californie, en fait, c'était dans le cadre d'une mission dans la fin de mes études. Et San Francisco sur le Pacifique, c'est Brest sur l'Atlantique, quoi. Avec la baie de San Francisco, la rade de Brest. Et là-bas, en Californie, c'était juste l'inverse. Le début du monde, les nouvelles technologies, un grand port, une grande industrie avec Oakland. Et c'est frappant parce qu'on se dit, mais comment se fait-il quoi, que sur le Pacifique, ça marche et sur l'Atlantique, ça marche pas? Parce que San Francisco, c'est entre Los Angeles et Seattle, c'est central. Et finalement, Brest, quand on regarde le grand continent européen, le grand océan Atlantique, on est au cœur de l'ouverture de l'Europe sur l'Atlantique. Et on est en plein déclin, il faut partir. Ça m'a tellement frappé que je me suis dit, mais il n'y a aucune raison. Je suis revenu en Bretagne. Et là, c'était le moment du Célib qui avait démarré lorsqu'on était, nous, ados. On commençait à penser à un renouveau de la Bretagne, à des axes stratégiques. Et il s'est trouvé que la Chambre de commerce de Morlaix m'a invité à faire un truc sur le commerce à l'américaine, parce que les premiers supermarchés de l'histoire, les Safeway, se montaient à San Francisco. J'ai appris lors de ce contact avec les Morlaisiens l'histoire du port de Roscoff, de la construction d'un port en eau profonde en fait, et le fait que aucune compagnie maritime ne voulait venir. À l'initiative d'Alexis, de la SICA, un port avait été créé pour remplacer le cabotage traditionnel.
mais qu'aucune compagnie maritime en ferry n'y croyait, quoi. Je suis une famille de marins-pêcheurs et je faisais un stage à l'armement coopératif du Finistère à Audierne avec un capitaine d'armement, ancien commandant en cours, Jean MF. Et il me dit le lendemain, tiens, Morlaix, là, c'était quoi Et je lui dis, ils ont fait un port, ils n'ont pas de bateau. Bon, il me dit, écoute, appelle-les, nous, les paysans ont fait un port, nous, les marins, on va leur mettre un bateau. On s'est retrouvés le lendemain à l'hôtel de l'Épée à Quimper pour déjeuner avec Alexis Gourvenec, Jean Guillaumard, président de la Cécile Morlaix, et Eugène Kemeler Fioul à Tréflaouélan, je crois. Et lors de ce déjeuner, Alexis, donc, voyant en face de lui des marins, et Jean connaissait parfaitement la marine marchande, en fait, savait comment trouver un bateau, un ferry, etc. Dit, personne n'y croit, nous, on va le faire. Authentique, quoi. Faut voir le caractère de Gourvenec, c'était vraiment génial. Et il me dit, toi, tu arrêtes, tu viens avec nous tout de suite. Alors, je sais plus si c'est le lundi suivant qu'on a loué les premiers bureaux à Quimper pour créer finalement l'ABAI. On ne parlait pas encore de Brittany Ferries. Tout le monde ignore, ou presque, j'étais le plus jeune, donc tous les autres sont morts, il n'y a plus que moi qui est vivant. Donc nos premiers bureaux ont été 16 rue Saint-Mathieu à Quimper, en fait. On était deux, quoi, Jean et moi, puis une secrétaire. Puis on a monté peu à peu donc l'équipe BAI, toujours sur Quimper. Le Crédit Agricole avait accompagné la SICA, bien sûr, quittait ses locaux du 31 rue de Douarnenez à Quimper, et on a occupé les bureaux du Crédit Agricole rue de Douarnenez, étoffé l'équipe, et dans le même temps, sur Roscoff, le terre-plein se montait, mais dans ces moments de croissance économique échevelée, on a fait des premiers bureaux sous forme de porte-à-cabine à l'anglaise, des bureaux, on dirait jetables aujourd'hui, quoi. Mais ce point de l'histoire est méconnu. Donc l'idée de Brittany Ferries est née dans un restaurant à Quimper, l'hôtel de l'été, avec Gourvenec décidant ça. On a dû commencer à déjeuner à 12h30. À 14h, il a déclaré qu'il fallait créer l'entreprise. C'était ultra rapide. Et puis ensuite, l'ouverture des bureaux donc sur place et le transfert à Roscoff. Jean s'est occupé de tout ce qui était maritime et moi de tout ce qui était commercial. Donc de Plymouth à Glasgow et de Roscoff, je suis descendu jusqu'à Almeria, tous les transporteurs, et ça nous a permis de démarrer la BAI le 3 janvier 73, il me semble, le premier bateau, ou le 2 janvier, je sais plus, je crois que c'est le 3. Et avec déjà du chargement significatif à bord. Je suis tombé à Southampton sur un gars de Normandie Ferry qui me dit, mais faudrait pas s'appeler BAI, il faudrait s'appeler Brittany Ferries. Ça va parler aux Britanniques, ils adorent la Bretagne. Il faut que vous fassiez des passagers, le fret ne sera pas assez, d'où la mise en chantier du Penarbed, etc. etc. Voilà. Ça, c'est une première aventure. On démarre le lundi. Je me suis demandé, mais qui va embarquer à bord de ces bateaux-là, quoi? Il fallait bien motiver les transporteurs de Bretagne. Et d'ailleurs, le mardi, j'appelle un transporteur. Je suis tombé sur un jeune transporteur, Jean Laridon, à Château-du-Fou, qui tout de suite a dit, moi, ça m'intéresse. J'ai des camions qui descendent dans le sud-ouest. Je vais recharger et puis je vais essayer de recharger pour l'Angleterre. Ça va me faire du fret de retour. Donc de fil en aiguille, le transport a augmenté, le nombre de camions à bord. Et tout de suite, le Penarbed, en passager, on a rempli le bateau dès le premier été. On avait, je crois, de mémoire 330 places, plein bloc, quoi. Et là, Alexis dit, ce coup-ci, les gars, c'est gagné. Avec les recettes de fret et de passagers, l'entreprise va marcher sur deux jambes et ça va gazer, quoi. Jean Laridon m'a proposé de le rejoindre parce que j'habitais toujours Quimper, en fait. Donc de prendre la direction commerciale, puis ensuite la direction générale. Et là, un transporteur alsacien à Strasbourg s'est dit il faut monter, il y a une opportunité de monter un réseau européen de transport, parce que l'Europe, en fait, se montait réellement à ce moment-là, quoi, dans les années 70. Et il a eu l'idée de chercher un transporteur normand d'abord, qu'il connaissait, un transporteur corrézien, très implanté sur Lyon, Marseille, etc. Ils ont fait un premier GIE, TFE, Transport Frigorifique Européen. Ils se sont dit, il nous faut un breton. On les a vus débarquer en disant, vous venez avec nous les gars pour monter ce réseau-là. C'est aussi simple que ça. Parce que nous, les transporteurs, c'est un métier basique, simple, direct. Il n'y a pas de grande théorie, on y va, quoi. Et on avait grosso modo déjà 300 clients bretons.
pour lequel on livrait le sud-ouest de la France. On s'est dit, ça va nous permettre d'offrir aux industriels bretons un réseau sur toute la France et un réseau d'abord sur l'Allemagne, parce que en tant qu'Alsacien, Robert Dimers avait monté un réseau allemand. Et étape par étape, ça a donné TFE, réseau européen en frais. Puis on a racheté Steph en 1980 et des poussières. Steph, c'était du surgelé. Et ça a donné donc un réseau européen sous température dirigée, en frais et en surgelé. Les actionnaires ont demandé à un moment donné de monter sur Paris pour créer un réseau commercial à capacité réellement européenne. Et ça a donné donc l'entreprise qui est aujourd'hui le leader en Europe dans ce métier-là, le numéro 2 étant un Allemand, Nagel. Le séjour à Paris commençait à rapidement peser, quoi. Hein. Et à 47 ans, je me suis dit, bon, allez hop, retour en Bretagne. Et j'ai conservé pendant une douzaine d'années donc un rôle de conseiller de pilotage stratégique du réseau, avec une sorte par étape quoi, de 4 ans en gros. Et voilà, finalement, de 1968 en gros, on rajoute 25 ans, c'est 1993 par là. Il y a eu une véritable explosion entrepreneuriale quoi, en Bretagne. Ça a démarré par les agriculteurs, la modernisation de l'agriculture, hein, dans tous les domaines, ça a été absolument extraordinaire. La jeunesse agricole, la JAC a été décisive, la vision du CEDIV, on s'est dit, bon, on va moderniser notre agriculture, on va transformer nos produits agricoles, donc des entreprises, donc Michel Cogan, Rospordin, Jean Stalavenne à Saint-Brieuc, il y en a vraiment des centaines à citer. Hein. Mais ça a été un moment de dynamisme absolument fantastique. En fait. Dans tous les villogènes, pratiquement, dans toutes les communes, le long des quatre voies, ça poussait comme des champignons. La Bretagne n'a jamais été autant entrepreneuriale, je pense, qu'à ce moment-là. Quoi. Et il faut rendre hommage à Joseph Martret, à René Pleven. Puis il y a eu aussi le comité d'action pour la Bretagne occidentale, hein, avec Georges Lombard, maire de Brest, Jean Guillaumard, la Cécile Morlaix, Jean Roux à Carhaix, enfin, je crois que c'était Henri Ducassou à Lorient. Fabuleux, quoi, en fait. C'est la première fois, donc depuis, si on reprend l'histoire longue, quoi, que les Bretons se retrouvaient sur le plan économique. Après s'être retrouvés sur le plan culturel. Après la révolution amenée par les Bagadous, par Pauline Bonjarret, je crois que c'était Alain Lemeur à Quimper, hein, Katia Musique, où aussi la résurrection culturelle alimentait la résurrection économique, en fait. Et à son tour, la résurrection économique alimentait la révolution culturelle. Comme dans les grands temps de la prospérité bretonne, le maritime alimentait l'agriculture et réciproquement, quoi. Là, on a recommencé vraiment à jouer tous ensemble. Une vraie renaissance. Il y a le FLB qui accompagnait les Bagadous par quelques sonneries un peu plus explosives, disons, quoi. Ça partait vraiment dans tous les sens. Mais je pense que sur le plan donc, culturel et économique, nous sommes devenus indépendants dans nos têtes. Et dans nos résultats, d'ailleurs, hein, parce que il faut voir la production culturelle bretonne, il faut voir la production économique bretonne. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, sur le plan politique, il y a du boulot à faire. Hein. Vous avez aussi pris part à la naissance de l'entreprise La Presqu'île, aujourd'hui devenue Savéole. Vous pouvez nous dire un mot de ses débuts ? Sur Plougastel, je crois qu'on était à 450 fermes à un moment donné, avec la fraise. Donc la fraise, c'est tellement intensif qu'avec 3, 4, 5 hectares, ça gasse, quoi. Et, gros drame, la fraise ne marchait plus, problème de qualité, problème un peu d'usure des sols. J'accompagnais moi mon grand-père pour amener les cajots de fraises à la vente, donc j'entendais un peu ce qui se passait. Et l'économie de la commune partait en déroute, quoi. Et j'étais étudiant à Paris, je reçois un coup de fil d'un jeune agriculteur, Jean-Marie Légal, de Carnévet. Il me dit, dis donc, tu viens à Plougastel pendant les vacances de Noël? Je lui dis, bah ouais, évidemment. Et il me dit, on voudrait te voir avec 5-6 copains, parce que on a des idées. Tout à Plougastel, à cette époque-là, se faisait le dimanche, après la messe, dans un des bistrots du bourg. Je les retrouve au Carriver, en face de l'église, le dimanche matin. Et il me dit, bon, ben, nous, la fraise, ça va plus. Les serres en Hollande, ça marche. On a un climat plus doux, on chauffera moins. On a un climat plus lumineux. On devrait faire donc de belles plantes parce que les plantes ont besoin de lumière. Et Jean-Marie avait commencé à travailler chez Copagri à Landerneau. Et il s'occupait un peu des voyages à l'étranger, d'aider les jeunes agriculteurs bretons à découvrir un peu ce qu'ils faisaient ailleurs, en fait. Comme Jean-Marie était vraiment
un peu un Gourvenec de Castel, entreprenants, ils avaient décidé, tous les 6, de créer une première serre de légumes. Je crois que c'était 3000 mètres carrés pour faire des concombres, c'est ce qui paraissait le plus intéressant, et en embauchant un jeune technicien hollandais. En se disant, perdu pour perdu, après ça va plus, on y va, quoi. Dans un truc qu'ils connaissaient absolument pas, quoi, en fait. Ils savaient pas du tout ce que c'était qu'une serre à l'origine, quoi. Et moi, ils me disent, bon, bah, Jean-Jacques, tu fais des études de commerce, c'est bien de faire des études, mais c'est mieux de vendre, quoi, en fait, de trouver des débouchés, etc. J'avais vu un jeune, Corentin Thomas, qui était à Centre national de l'horticulture à Versailles, et puis un gars qui était à Landerneau, dans le centre d'économie rurale. Il dit, Jean-Jacques, tu nous dis ce qu'on peut vendre. Thomas, tu nous diras si ce que Jean-Jacques dit qu'on peut vendre, on peut le produire efficacement chez nous. Louis, tu nous diras combien ça coûte. Et puis on verra bien si entre le prix auquel on peut le vendre et le prix que ça coûte, on s'en sort ou pas. Faites gaffe, les gars, ce que vous allez nous dire, on va le faire. et voilà. Donc soyez sérieux, quoi, déconnez pas. Jean-Marie pensait faire des fleurs. Et moi, du coup, j'ai connu tout le nom de toutes les roses qu'on pouvait faire dans des serres, les roses rouges, Baccarat, les roses jaunes, Dr Verhaeg, les roses blanches, je crois que c'était Message, un truc comme ça. C'est les roses qui se vendaient, quoi. Et j'avais trouvé un gars qui était super, Monsieur Boudemy à Caen, un fleuriste de Caen, qui m'a dit, quoi, les Bretons veulent faire ça? Actuellement, j'achète en Hollande. Ah, j'adore les Bretons. Dites-leur que j'achèterai leurs fleurs. Et je crois qu'un peu dans tous les domaines en Bretagne, ça partait comme ça, quoi, de manière aussi simple que ça. Il faut remercier le Crédit Agricole, parce que je me souviens être allé à Quimper, donc c'était avant la BAI, et d'être tombé sur un gars au Crédit Agricole qui a dit, les gars, je vous suis. Ça voulait dire quand même risquer de l'argent, c'est sûr, hein. Dans mon travail auprès d'eux, j'avais regardé, pour construire une serre, le prix du moindre boulon. Parce que le Plougastel, quand même un peu comme le Bigoudin ou comme le Saint-Politain, qui compte ses sous. Mais à Plougastel, on est plus commerçant, c'est-à-dire, à part Alexis Gorenac, on est prêt à prendre des risques. Le Plougastel, c'est un commerçant né. On a commencé déjà à vendre des fraises aux Anglais au 19e siècle. De tout ça est né la presqu'île. La presqu'île, on s'est allié avec nos ennemis jurés des Quérors, qui avait le groupement des maraîchers brestois. C'est incroyable, hein. Nos grands-pères ont dû se retourner dans leur tombe. Et ça a donné Savéole, la consolidation des deux, quoi. Et Savéole, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, quoi. Voilà comment c'est parti. Récupérer Nantes et la Loire-Atlantique, dont le PIB représente 33% de notre richesse nationale, ferait de nous un pays à la hauteur de pays comme la Suisse, la Hollande ou la Bavière. Est-ce une des principales raisons de notre amputation par la France ? Oui, certainement, parce que quand on regarde les pays dans le monde, on est souvent autour de 5-6 millions d'habitants, quoi. Si on prend par exemple les États-Unis, avec les 52 États américains, la population divisée par 52, on retombe là-dessus grosso modo. Si on prend l'Allemagne, avec sa population, le nombre de Länder, on est également dans les mêmes eaux, quoi. Ce qui veut dire que une bonne administration d'un territoire a aussi une dimension de population à prendre en compte. La Bretagne, avec le Loire-Atlantique, une population de cet ordre-là et un produit intérieur brut qui est effectivement également à la hauteur de pays prospères, toniques, dynamiques, quoi. Nantes aussi, c'est un grand port. Donc l'articulation entre la capacité maritime de Nantes et l'économie bretonne de manière générale est également cassée. Priver la Bretagne d'un grand port, c'est une destruction du socle économique, un acte délibéré. Donc le PIB, c'est certainement un point fondamental, hein, de la force de la Bretagne. Mais Nantes, c'est le marqueur d'identité bretonne. C'est la première réelle capitale de la Bretagne. Et la première volonté de détruire l'identité bretonne. Depuis la Révolution, en fait, le système français, c'est l'assimilation. L'acte fondateur de la République a été de massacrer les Vendéens. Parce qu'ils avaient une forte identité. 117 000 morts, je crois. Il me semble 80% de femmes, d'enfants, de futurs, quoi. Et de personnes âgées, donc la mémoire. Or, la Bretagne a, on le sait, nous, Bretons, et la planète entière apparemment le sait, une très forte identité. Sur la Bretagne, nous avons toujours eu une forte natalité, plus dans le passé bien sûr, et puis le culte de la mémoire, les traditions orales, le Barthes-Braise, sont des marqueurs de culture orale en fait, comme la Polynésie. Notre identité est l'obstacle majeur aux yeux certainement de l'État français. À mon sens, c'est bien là le premier objectif. Tout est fait pour nous démolir. Quel est votre regard sur le système politique français ?
Est-il compétent pour diriger la Bretagne et ses responsables sont-ils à même de comprendre comment fonctionne notre pays? Ils ne peuvent pas comprendre notre pays. C'est radicalement différent. Quand on regarde bien l'histoire, les Bretons, nous sommes des migrants qui arrivons de l'ouest des îles britanniques. Et on débarque d'abord à l'ouest, bien sûr, donc de l'Armorique. Et puis progressivement, il y a 3 grands courants. Il y a le courant qui va donner la Domnonnais, disons de Brest à Saint-Malo, la Bretagne Nord. Ensuite, un courant qui va donner la Cornouaille, de Landévennec à Rostronac, et même au-delà, en fait. Et un courant qui va donner le Gros Warrock, de Guidel, disons, progressivement vers Nantes. L'immigration franque elle-même arrive de l'Est et n'est pas une migration de peuplement, parce que la migration bretonne, alors on parle des Tiernes, les chefs civils en fait, et des saints fondateurs de Bretagne, c'est l'immigration de peuplement, de mise en valeur d'un territoire, par des clans, donc par une population soudée, homogène, qui défriche littéralement le pays, et qui donc valorise le pays. L'immigration franque, le Saint-Empire romain germanique, est une attaque de conquête et de prédation. Qu'on a vécu en Armorique par les Romains, les Francs le perpétuent, quoi, en fait. Donc la mentalité de ce choc frontal, de gens qui arrivent de l'Ouest et de gens qui arrivent de l'Est, est totale, quoi. On n'a pas du tout la même mentalité. L'histoire le montre bien. Les Mérovingiens se sont adaptés à nous d'une certaine manière, donc ça a été relativement pacifique, quoi, la coexistence entre les Bretons et les Mérovingiens. Par contre, les Carolingiens, eux, ont voulu prendre le territoire. Ils n'ont jamais réussi à prendre le territoire. Pépin le Bref lui-même est venu guerroyer sur Vannes. Puis ensuite, c'est Louis le Pieux qui a dit, bon, on n'y arrive pas, quoi. Et donc, c'est là où il a passé cet accord avec Nomennoé, en confiant à un homme d'élite de chez nous les manettes du pays, de manière pacifique. Et c'était une décision intelligente de Louis le Pieux, quoi, en fait. Et que Nomennoé ensuite a habilement utilisé pour miter le territoire entre Vannes et Nantes. D'où Charles de Chauve, ensuite frère de Louis le Pieux, dû se dire mais c'est quoi cette histoire? Les Bretons sont en train de nous bouter hors de l'ouest armoricain. Il a réattaqué, et à Ballon, puis après à Jean-Glan, Erispoé, fils de Nomennoé, lui a foutu une déculottée majeure, d'où la Bretagne d'aujourd'hui. Voilà. Il y a un historien nantais, Philippe Toureau, qui a beaucoup écrit sur la Bretagne, qui par exemple qu'un marqueur fort, c'est le clergé breton. C'est un clergé au milieu du peuple, au milieu donc des clans de Bretagne, au milieu des paroisses primitives qui ont fait la Bretagne. Et le clergé des Francs, ce sont des missi dominici. C'est un clergé au service des puissants. C'est pas du tout la même chose. Le fait majeur de la République, ce massacre terrible de la Vendée, qui a aussi touché les territoires de Bretagne, bien sûr, c'est la Vendée militaire, plus après la guerre à l'identité religieuse, la guerre à l'identité de la langue bretonne, la guerre à notre identité économique. Les Français ne comprennent pas la Bretagne. Produit en Bretagne, Jean-Jacques est né de quelle volonté? Bien, en fait, Produit en Bretagne est né dans la tête d'une équipe à Morlaix, au Télégramme, avec Jean-Yves Chalm comme porteur du projet, quoi, secrétaire général du Télégramme. Et l'idée était de se dire, il faut faire connaître aux Bretons les produits des entreprises de Bretagne. Jean-Yves a contacté, je crois, Jean-Claude Simon, qui était directeur du marketing de l'entreprise Even à Ploubaniel, et Claude Pujol, directeur de Scarmore, donc l'équipe des Leclerc de l'Ouest breton, quand même, parce que Scarmore, c'est Lamballe, Lorient, tout ce qu'il y a à l'Ouest. Et tous les trois se sont dit, il faut qu'on fasse deux trucs. Il faut effectivement que l'on fasse connaître aux Bretons les produits de leurs entreprises, produites en Bretagne. Et puis, il faut aussi que l'on développe entre nous, qu'au lieu de se tirer sur la gueule, comme on dit, entre fournisseurs et clients, que l'on considère l'entreprise bretonne comme une alliée, en fait, au lieu de la considérer simplement comme un fournisseur ou comme un client. Et qu'on ait des relations donc constructives entre nous. Là-dessus, ils en ont parlé à une dizaine, une quinzaine de personnes, de chefs d'entreprise, comme Jean-Jacques Hénaf, Michel Gauguin, Lacille, moi. Il y avait aussi un conserveur propriétaire uni de Rosport-Vin, etc. Et pour partager ces questionnements-là, est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose comme ça? Et tout le monde a été d'accord. Ils ont créé un comité des sages, j'y étais avec François Dubois, le patron d'Even, et Michel Roland, donc originaire de Gueule-Boîte, qui était donc dans la direction générale de la Société Générale, en nous demandant, proposez-nous les règles du jeu, l'éthique, les cotisations, et parallèlement, il y avait donc
une équipe stratégique qui se mettait en place, avec en particulier Philippe Cousin de Leclerc-Lagnon, Jean-Claude Simon, le patron d'Even, donc s'appelait François Dubois, et Michel Roland. Et le consensus s'est fait. Je crois que les premiers tests ont été faits dans le magasin Carrefour de Brest, je crois. Et le fait de présenter donc aux clients bretons des produits estampillés, produits en Bretagne avec le phare comme signe distinctif, je crois que les ventes ont dû augmenter de 90%, un truc comme ça. Ah ouais. Incroyable, quoi. Vraiment un choc, quoi. Parce que avec des Léonard, donc de Claude Daniel, il fallait pas foutre des sous par la fenêtre, donc il fallait commencer petit. Et si petit ça marchait, après on étendait. Du coup, la décision a été prise d'étendre le marquage de produits, d'associer plus de magasins. Et comme ça a marché du feu de Dieu, immédiatement ensuite étendre l'ensemble de la Bretagne. Bien sûr avec le 44 tout de suite, hein, les copains de Mantes dans le coup, immédiatement. Qui étaient d'ailleurs les plus féroces dans le bon sens du terme. Gars, pour une fois qu'on vient nous chercher immédiatement dès le début, ça a plu à tout le monde. Et ça a donné aujourd'hui, j'ai vérifié les chiffres ce matin, hein, ça a donné 440 entreprises et 110 000 emplois, quoi. Ouais. Step by step, avec les collèges, donc collège de l'industrie alimentaire, de la distribution, des autres industries, le collège des membres associés, des médias, aussi le collège culturel avec des grands festivals. Ça, j'en avais proposé la création en 1996, en disant aux chefs d'entreprise, emmenons les artistes avec nous. Car nous, on est le fer de lance de la bataille, et les artistes sont les créatifs, les imaginatifs. Célébrons la Bretagne ensemble, quoi. Et ça venait bien sur ce que j'ai dit précédemment, donc la dynamique économique, la dynamique culturelle, d'allier les deux, quoi. Et puis évidemment, tout de suite, les chants de marins, l'interceltique, enfin, je crois qu'on était arrivé à 45 entreprises dans le collège culturel. Jacques Bernard, je suis allé chercher Jacques à Quimper, chez Mercer Production, qui est devenu président de Produits en Bretagne ensuite. Et le Jacques, immédiatement, a dit, Agas, ça c'est un truc aussi pour nous. Donc, lui, sa boîte, ça fait Mercer Production, bon, Peltia Musique, Cobraise, Chasse-Marée, enfin. Tout de suite, les gars de la culture ont dit, on vous joue à la main. On vient avec vous. 30 ans plus tard, je pense que c'est vraiment une réussite, quoi. Il faut voir aussi les présidents, hein, Loïc Hénard maintenant, Malo Boissel-Dubourg, plus une équipe à Brest, dans les locaux de Sud-de-Brest. C'était aussi symbolique, hein, de loger produits en Bretagne, là où il y a une école de jeunes entrepreneurs. On a tous vu comme un combat pour unir tous ceux qui avaient déjà commencé à relever la Bretagne. C'était une union commerciale entrepreneuriale, élargie au monde culturel, tous ensemble. C'est simple, quoi. On est là pour créer des emplois pour les Bretons. Une entreprise n'est pas prédatrice d'un territoire. Une entreprise doit servir un territoire. Et comment mieux servir un territoire qu'en créant des emplois pour les jeunes de ce territoire? Et là, tout le monde est d'accord. C'est simple, c'est direct, c'est clair. À la Bretonne. Comme un marin pêcheur ou comme un paysan de chez nous. Que pensez-vous de ce que nous coûte l'organisation territoriale française pleine de strates, qui est encore l'une des seules avec des pays comme la Turquie à nommer des personnels non élus supérieurs aux élus, ces préfets disposant de toute autorité? En un mot, est-ce que vous pensez que nos impôts sont correctement dépensés? Une fois de plus, non, comme tout à l'heure. La dépense publique française est démentielle, quoi. On doit avoir le record du monde. Juste maintenant, on a dépassé le Danemark, je crois. Et c'est à la fois donc très lourd, c'est démotivant parce que ça pompe des richesses dingues. Ça fait de nous des assistés, alors que le mental breton est un mental entrepreneurial. Nous n'avons jamais été des assistés, hein, les paysans ou les marins de Bretagne. Ils sont le socle, finalement, de notre identité. Et on l'a bien vu dans la renaissance économique à partir des années 60, quoi. C'est une révolution économique populaire. Ce sont les paysans et les marins qui ont relancé l'économie bretonne. Plus, évidemment, après, comme l'a dit le civil, les nouvelles industries, l'électronique, l'automobile aussi, quoi. À toute évidence, quoi. Quel est votre regard de spécialiste du transport sur la façon dont est organisée la logistique par l'État français pour la Bretagne? Nos potentiels sont-ils correctement valorisés? Non, pas du tout. La Bretagne est une nation maritime. La France est un nain maritime. La France a les meilleures façades maritimes de toute l'Europe, la façade méditerranéenne, Atlantique, Manche, mer du Nord. Et du Havre à Dunkerque, on va faire 3 millions de conteneurs. On franchit la frontière, il y a 40 millions de conteneurs de l'autre côté.
Même chose entre Zeebrugge, Anvers, Rotterdam, Hambourg, quoi. Les bateaux passent au large et ne s'arrêtent pas. Ça montre bien cette incapacité. Sur l'Atlantique, de Bayonne à Brest, bon, Saint-Nazaire, je crois qu'on doit être à 400 000, un truc comme ça. Mais au total, on doit être à 600 000 conteneurs, quoi. C'est dingue. Sur une façade maritime, c'est la meilleure façade maritime de l'Europe sur l'Atlantique. Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, en fait? Et sur la Méditerranée, c'est du même ordre. À Marseille, ça doit être 1 200 000 conteneurs, un truc comme ça. Barcelone, Valence, même Almeria, Algeciras, c'est chacun, hein, dans ces eaux-là, autour de 4 500 000 conteneurs. Après Gênes, côté de la côte italienne, c'est la même chose, quoi. Ça montre bien que la France a été incapable de valoriser les façades maritimes. Or, nous sommes un peuple maritime, nous sommes une nation maritime. Et nous sommes une nation maritime et rurale, comme je l'ai dit. Et nous sommes l'Armor et l'Argoat. Et la Bretagne fonctionne par cette dynamique totale entre la mer et la terre. Et nous avons été bâillonnés des mers bretonnes, quoi, en fait. À quoi c'est dû ce déficit justement de transport maritime? Bien parce que les racines françaises ne sont pas du tout maritimes. Mais ensuite, de manière générale, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision stratégique. Par exemple, sur le plan des ports, un port comme Nantes aurait dû être raccordé par voie ferroviaire dès le 19e. En gros, un Nantes-Dijon, quoi, une transversale, bon, le port de Brest, sur Le Mans, Paris et au-delà. Et puis ensuite, un relais pouvait être pris par La Rochelle, par exemple, sur l'Atlantique, sur Lyon. Et Lyon pouvait être aussi branché sur Marseille. Il n'y a pas de liaison ferroviaire rapide en fret du Havre sur Paris. Donc ça montre bien que cette articulation vitale, quoi, que l'on paye aujourd'hui, n'a pas été réalisée sur ce plan logistique pour favoriser le commerce dès le 19e, quoi, en fait. Après le blocus, etc. Bloquer les mers, non, il faut être dingo, quoi. C'est pas possible. Nous, pour nos activités générales, effectivement, nos atouts maritimes ne sont pas du tout valorisés. C'est évident, quoi. Un enfant de maternelle le comprendrait, mais bon, voilà. Prenons un exemple comme l'Allemagne. Si un État global est structuré de manière fédérale, un gouvernement intelligent peut regarder quelle est la région qui a les meilleurs résultats dans tel ou tel domaine. Et puis donc repérer des hommes compétents ou des femmes compétentes qui obtiennent des résultats, qui ne se contentent pas de causer dans le poste. C'est toujours en donnant une promotion, en faisant évoluer des gens qui prouvent leurs compétences et qui peuvent donc assumer des fonctions plus larges dans leur domaine de compétences, que l'on arrive à constituer un gouvernement de gens compétents, qui connaissent leur sujet, qui étaient des sergents, des lieutenants, des capitaines, des généraux, des maréchaux, voilà, quoi. Et il y a une progression logique fondée sur la compétence prouvée par les résultats. Dans le système, donc, on sait, on peut être un jour à la justice, le lendemain au transport, voilà. Je n'ai jamais vu arriver au transport, par exemple, un ministre des Transports ayant fait preuve de ses compétences dans ce domaine-là. Ce qui fait que, par exemple, sur l'Europe, la France n'a pas du tout su défendre les corridors, les investissements structurants, etc. Et l'essentiel des ressources européennes sont allées sur des corridors Allemagne-Italie, à l'intérieur de l'Espagne, sur le nord-sud, en gros, en général, hein. Alors que nous, on dépend du nord, de l'ouest-est. Là, il n'y a rien. Voilà. C'est faux. En somme, vous nous expliquez que ce sont des carriéristes incompétents. là, j'aime bien des formulations brèves et toniques comme ça. C'est un peu des formulations de marrakecheurs bretons, quoi. C'est clair, c'est ça, mais on le dit. Et après, on prend un coup avec les copains. Donc, mais oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. La Bretagne a la chance d'être encore assez préservée, non dénaturée, et pourtant elle a été à de nombreuses reprises frappée par différentes marées noires et durement éprouvée. À quoi ces drames environnementaux sont-ils dus, à votre avis? La seule fatalité? Non, ce n'est pas dû à la seule fatalité. Une fois de plus, comme on vient de l'évoquer, c'est une question de compétence. Qui peut être le plus compétent pour imaginer la protection du littoral breton que les Bretons, en prenant les mesures qu'il faut, en gérant ce qui a fini quand même par être mis en place, mais avec 30 ans de trop tard, quoi, en gérant les corridors maritimes, parce que le large de la Bretagne passe, je sais pas, 80% du transport maritime européen. Et donc, plus les bateaux devenaient dangereux, plus il fallait écarter, faire des couloirs, etc. Donc c'est pas la fatalité, c'est un problème de compétence.
Et c'est un problème de compétences locales. Les gens, là où ils sont, se gèrent eux-mêmes. Ça, c'est un dialogue majeur. Sur l'environnement pour la Bretagne, c'est clair que notre nature maritime, le fret maritime, notre nature particulière de l'Arbrette, demande que ce soit nous qui le gérions. Voilà. On sait que la Bretagne a tout pour être indépendante et que la France, tout comme n'importe quel autre pays le serait, est incapable de correctement gérer 67 millions d'habitants. Les actualités nous l'ont prouvé ces derniers mois, tant lors des mécontentements populaires, des dégradations de fonctionnement de nos services publics, que lors de la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on attend pour retrouver notre souveraineté? Sur le plan économique, on a aujourd'hui des résultats qui sont quand même bons. Enfin bon, c'est jamais assez bon quand il y a des chômeurs, hein, qu'il y a des gens qui cherchent du boulot. Dans Produits en Bretagne, je l'ai dit, donc c'est un réseau d'entreprises pour le développement de l'emploi, et ça montre les résultats, quand même, l'avance de la Bretagne dans ce domaine-là. Sur le plan culturel, c'est magnifique ce qui se passe en Bretagne, en fait. Et c'est sur le plan politique, je pense que là, la révolution qui s'est faite sur le plan économique et culturel ne s'est pas faite sur le plan politique. Donc, mais c'est le moment, on n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a une prise de conscience qui se fait, il y a des dialogues intelligents qui se font. Là, il faut arrêter de se quereller, s'unir. Il faudrait une plateforme claire de 5 à 10 grandes priorités, hein, comme du temps du Céline, pour la Bretagne du futur, quoi, sur lesquelles ceux qui portent dans leur cœur, déjà dans leur esprit, les intérêts de la Bretagne, puissent, avec les politiques bretons, donc regarder comment exprimer ces priorités, et puis comment donc sortir d'un système étatique qui ne donne jamais la parole, en définitive, avec des budgets des fameuses régions dérisoires. Et c'est effectivement la solution. Et il en reste le plan politique, c'est tout. Est-ce que les politiciens bretons sont pas justement très taiseux parce qu'ils sont d'abord intéressés par leur propre gamelle? Bon, je dirais peut-être pas ça comme ça. Je dirais que les systèmes verticaux, quand en fait on rentre dans un parti et puis en tant que jeune adhérent, on progresse par étapes dans des tuyaux d'orgue, amènent certainement une vision de carrière personnelle, quoi. C'est évident, quoi. Alors que des strates horizontales dans une commune, on voit bien la qualité d'un maire et des conseillers municipaux de Bretagne. Hein. Il y a une défense parce que là ils sont vraiment centrés sur leur territoire avec la population qui les entoure au jour le jour. Et c'est très bien géré. Je pense qu'il faut rendre hommage aux maires et aux conseillers municipaux de Bretagne. Mais ceci dit, dès que dans les strates de l'État français on monte, par exemple dans les partis politiques, c'est plus du tout la même chose, quoi, en fait, parce que c'est directement du territoire à Paris. Je crois qu'on doit avoir 32 élus au Parlement français, qu'il n'y ait pas une strate où ces élus défendent ces intérêts-là déjà au niveau de l'État français, et en bonne intelligence, bien sûr, dès maintenant avec le conseil régional, quoi. Ce serait déjà un progrès. Il faut déjà se mettre en vision, c'est ce qu'a fait Pleven et Martret. Ça a été un moment où, sans distinction de parti, de profession et autres, les Bretons se sont fédérés sur une vision, quoi, et ça a donné d'excellents résultats. Pourquoi aucun politicien breton ne parle plus aux Bretons de leur histoire? Eh bien, parce que quand on regarde l'histoire de Bretagne, hein, je l'ai évoqué là plusieurs fois, depuis cette perte d'indépendance, progressivement, donc la Bretagne s'est délitée, quoi. Et une espèce de corrosion qui fait que c'est parti en sucette, quoi. En fait. et là, il faut aussi voir le temps. Donc la renaissance économique, c'est 1963. Hein. 1963, donc c'est 50 ans, grosso modo, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on peut continuer à bâtir, quoi, en fait. Donc il y a aussi un nouveau souffle économique à définir, c'est clair, quoi. Les artistes se chargent du souffle culturel, ça n'arrête pas. Le plan social, c'est dans nos gènes. Et c'est sur le plan politique maintenant qu'il faut établir les bases. Il faudra à minima une fédération européenne, quoi. Comment on peut aujourd'hui expliquer l'état de notre agriculture? Démembrement des parcelles, pesticides, algues vertes, chute énorme du nombre d'exploitations et pire, pensions de misère et suicides très nombreux des agriculteurs, ceux qui nous nourrissent. Il n'y a pas de commandant à la passerelle du navire, Bretagne. Le CELIB a été à un moment donné une équipe de commandement, que la responsabilité finalement d'un commandant,
c'est la vision à long terme, c'est les décisions vitales, stratégiques, c'est les infrastructures, et c'est d'être attentif tous les jours à ce qui se passe sur le pont, dans les cales, dans la salle des machines. Et là, quand il y a eu des barrages paysans, par exemple, à juste raison. Moi, j'aurais vu le président du Conseil régional de Bretagne sur les barrages avec nous, quoi, en fait. Et j'aurais vu les politiques sur les barrages, à côté des gars, quoi, et des femmes. Enfin, c'est fou. Et ça veut bien dire, dans les décisions majeures à prendre, l'évolution des productions à conduire, sur l'innovation dans les productions, sur la dimension des exploitations, sur les investissements intelligents pour garantir le futur, ben, rien n'a été fait là-dessus. Et là, il faut à la barre un commandant aussi qui soit ferme et qu'en face, il ait donc des interlocuteurs aussi fermes que lui. Parce que c'est toujours un débat ferme, solide, argumenté, que naissent les bonnes solutions pour l'avenir. Et là, il n'y a pas eu ça. En gros, on surfe sur la vague, et quand on surfe simplement sur des vagues, un jour on est où? Sur le sable. On est sur le sable dans certains domaines. Et c'est malheureux, quoi. C'est triste de voir ça. Par contre, sur d'autres domaines, on a progressé, donc ça a compensé. Mais il faut toujours bâtir sur l'histoire, bâtir sur le socle économique qui existe. Il ne faut rien négliger, quoi, en fait. Il faut que tous les atouts soient valorisés. Est-ce que la France s'est pas surtout intéressée à faire de la Bretagne une colonie productive? Non, je pense que le fond du problème, c'est bien l'assimilionnisme. C'est-à-dire, c'est le refus que les gens soient différents, quoi, en fait. Il faut arriver à un prototype de clone humain qui soit déclinable de Brest à Nice, quoi, en fait. Donc, si on a une langue différente, il faut tuer la langue, quoi, en fait. Si on a une culture différente, il faut tuer la culture. Il faudrait que tout soit concentré sur l'île de la Cité, pratiquement, quoi, ou l'intérieur du périphérique. Voilà, c'est ça le problème. On sait que le confinement mis en place pour la protection des populations lors de la crise du coronavirus a plombé une partie des entreprises bretonnes et fragilisé d'autres, notamment la Brittany Ferries. Avez-vous des conseils simples à donner aux Bretons pour préserver les emplois dans notre pays? Bien, pour Brittany Ferries, par exemple, je verrais les Bretons prendre des week-ends en Angleterre, passer leurs vacances en Angleterre, donc se ruer sur les bateaux, quoi. De Brittany Ferries à Roscoff et à Saint-Malo, voire sur Cherbourg ou non, quoi. Donc concrètement, faire travailler l'entreprise. Ensuite, il y a également acheter breton, produit en Bretagne. Donc c'est clair que tous les achats, ce qu'on appelle les achats des ménages, c'est-à-dire de vous et moi, quoi, disons, les achats des entreprises, ben, c'est de privilégier les achats aux entreprises bretonnes. Ça a été bien entamé par produit en Bretagne, mais ce qui doit être encore accentué, quoi. Parce qu'acheter des produits en Chine, ça pollue aussi toute la planète, comme on l'a vu, quoi, hein, par les avions, par les bateaux. Donc on a intérêt vraiment à se focaliser sur ce qui fait chez nous. Et puis il y a aussi passer ses vacances en Bretagne. Parce que on dit la Bretagne, c'est la plus belle région du monde ou presque. Pourquoi aller à 10 000 kilomètres, quoi? Une fois de temps en temps, why not? Mais quand même, quoi, je vois nos îles, nos littoraux, je vois la Bretagne centrale qui se meurt justement dans certains coins parce qu'elle manque d'activité. Eh bien, les Bretons, en allant aussi respirer Huelgoat, respirer Rostrenain, respirer Loudéac, respirer Carhaix, donneraient des ressources économiques à l'axe central de la Bretagne, ce dont elle a besoin. Et puis aujourd'hui, on voit bien la campagne, la nature, les forêts, les rivières. C'est magique, c'est fantastique pour la santé. Quand on regarde de nouveau l'histoire, on s'aperçoit que quand les Romains sont arrivés, il y avait 5 cités armoricaines, les Osismes, les Coriosites, les Rotonnes, les Damnettes et les Vénètes. Et c'est le territoire encore de la Bretagne d'aujourd'hui, en fait. Ça veut dire qu'il y a un territoire dans lequel les gens se sentent bien depuis l'âge du fer. Jusqu'en 1789, la Bretagne, qui gérait elle-même ses impôts, avait réussi à être imposée 2 fois moins que les régions françaises du pays voisin. Mais aujourd'hui, la France est le pays le plus imposé du monde, avec plus de 55% de prélèvements obligatoires en impôts et taxes diverses, ayant dépassé le Danemark depuis peu d'années. En quoi une indépendance politique et financière est notre seul salut? Eh bien, je vais d'abord répondre par une plaisanterie. On a le meilleur gestionnaire du monde en Bretagne, à Pont-l'Abbé,
et à Saint-Paul-de-Léon. on a, on a là des gens qui savent gérer économiquement une situation comme tout le monde le sait. C'est même proverbialement connu, quoi. Et puis ensuite, on a des gens qui savent le dépenser intelligemment en investissant les plus Plougastel, par exemple. Donc, donc, on a de quoi constituer une université bretonne là, dans la dynamique économique et la dynamique donc financière absolument exceptionnelle. Je pense que là, tout le monde sera d'accord. Ceci dit, je le dis sous le ton de la plaisanterie, mais en fait, pour gérer correctement les dépenses, il faut qu'elles soient gérées localement. Parce que c'est en local que l'on voit donc ce qui va être dépensé, qu'on débat de l'utilité, qu'on débat de l'intelligence de ce qui va être conçu, quoi, et investi. Et donc, il y a cette première strate qui est décisive. On en a parlé, hein, les communes, par exemple. Puis ensuite, donc, les pays, puis ensuite, l'autorité centrale, quoi. Donc, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ça monte du territoire. Et non pas d'un pouvoir central, totalement centralisé, ventripotent, et tellement c'est gros, tellement c'est aveugle. Et il y a un amiral britannique, l'amiral Parkinson, disait que quand un bateau est trop grand, éventuellement, quand l'équipage est transféré, la boussole ne montre plus le cap, la boussole montre uniquement le centre du bateau. Et là, c'est le problème français, en fait. On voit, par exemple, un président comme Macron faire une réunion dans une région, je crois qu'il y a 600 élus qui sont là, un truc comme ça, et que le président du conseil régional n'intervient pas à côté du président, c'est invraisemblable, quoi, en fait. Il faut que les solutions montent du terrain. Et puis après, il faut un gouvernement qui soit purement stratégique. Là, par exemple, c'est Brest, Lorient, pour nous, Saint-Malo et autres villes littorales. Et puis, un gouvernement breton à Nantes ou à Rennes, ou partagé entre Nantes et Rennes, eh bien qu'on consolide les visions qui leur sont proposées par Brest, Lorient et autres. Et là, ça marche. En Grande-Bretagne, les différents pays comme l'Écosse, la Cornouaille ou le Pays de Galles sont reconnus nations et disposent chacun de parlements et de gouvernements reconnus. Est-ce que ça fonctionne bien aussi organisé comme ça dans le monde entrepreneurial? Eh bien, j'ai pas mal travaillé avec les Britanniques, avant Britannic Ferries, évidemment, quoi. Et ensuite, dans mon métier de logistique, avec des entreprises britanniques, et en particulier avec une, qui s'appelle Gaisley, c'était la filiale logistique de Asda, qui est un des grands distributeurs britanniques. Et dans l'état-major, il y avait donc un Irlandais, un Écossais, Ian, Patrick l'Irlandais, évidemment, un Gallois, Don Morgan, un Anglais, John, et c'était fantastique, parce que il y avait un respect mutuel des cultures, et John Duggan, avait parfaitement compris ça. Et puis, en tant qu'anglais, il n'y avait aucun problème, quoi, en fait. Ça marchait naturellement. Et le Royaume-Uni a su faire cette évolution. Donc, il y a un dialogue majeur, quoi, adulte. Et ça donne donc une répartition des compétences pragmatiques. Et ça permet effectivement au Pays de Galles de s'auto-administrer sur l'essentiel des compétences requises pour un gouvernement, quoi. C'est Xavier Graal qui disait que il n'y a d'universel que ce qui est singulier. Chaque être humain est singulier. Pourquoi un État ne serait pas divers comme le sont les êtres humains? Un État doit être conçu en fonction de la nature des hommes et des femmes. Sinon, ça marche pas. Est-ce que l'État français, au final, ne paye pas le prix d'un arriérisme qui est l'héritage des terroristes de cette révolution française? Ah ben, il y a des vaches sacrées. Et là, il y a une vache sacrée. Il est interdit même de penser la révolution de manière claire, argumentée, chiffrée, quoi. Et ce qui s'est passé est quand même démentiel. Cette descente donc par l'armée de la République en bleu, blanc, rouge, les généraux de la République, les soldats de la République pour massacrer des femmes et des enfants et des personnes âgées, bravo. Alors, il y a des repentances pour ceci, pour cela, ici et là, mais là, il n'y a aucune repentance. Je pense que l'histoire des guerres de Vendée serait décisive. Bon, les Français eux-mêmes, dans les livres d'histoire ou l'histoire de Conly, par exemple, c'est jamais enseigné. Les chiffres ne sont pas clairement établis sur la table, les responsabilités ne sont pas clairement établies. Donc, on ne peut pas faire un travail de mémoire et un travail pour regarder lucidement ce que ces périodes démoniaques ont installé dans des gènes qui se traduisent en maladies politiques toujours aujourd'hui, quoi.
Merci Brazer Jean-Jacques pour cet entretien. J'espère qu'il va permettre au maximum de Bretons de comprendre la nécessité de remettre au plus vite du monde à la barre de notre pays. Kenavo. Kenavo.